Ladies and gentlemen, welcome. Vous êtes très nombreux également à nous suivre aux États-Unis. Il est 19h heure de Kinshasa. C'est l'heure pour nous de vous informer. Tout de suite, le sommaire. Lutte contre le VIH-Sida, la RDC est l'un des pays au monde frappés par ce fléau qui maintient jusqu'à cette heure l'indicateur rouge selon l'ONU-Sida. Et le PVV en RDC demande une meilleure prise en charge. C'est le cas de Donatien, à peine 13 ans, orphelin de père et de mère, qui lance ici un SOS. C'est le dossier du journal à suivre dans un instant. Et c'est la période festive, mais aussi le mois de partage. Et certains compatriotes ne restent pas insensibles quant aux peines endurées par certains, surtout les plus jeunes, à l'exemple ici des jeunes de l'orphelinat de Kitambo qui ont eu droit à la visite de Lorraine Kabouiz, Miss Vodacom saison 2. Et enfin, c'est une délégation composée de 81 volontaires des infirmiers, laborantins, pharmaciens qui a quitté Kinshasa ce vendredi en direction de la Guinée-Conakry. Ils devront porter main forte à l'équipe déjà sur place chargée de l'état de crise de la maladie à virus Ebola. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Infirmiers, laborantins, pharmaciens, hygiénistes. Une délégation pluridisciplinaire qui a donc quitté Kinshasa pour se rendre dans un pays où la maladie à virus Ebola continue à faire ravage. Solidarité africaine. Donc, ces volontaires ont fait preuve de compassion envers ce peuple de Guinée-Conakry. Ils devront ainsi renforcer l'équipe déjà sur place. Ils sont désormais munis d'outils nécessaires pour apporter leur appui dans la riposte de la fièvre hémorragique Ebola qui sévit encore en Guinée-Conakry. Ces volontaires rassurés se disent déterminés et convaincus d'être à la hauteur des attentes. On est un peu stressé, c'est normal. Le stress ne provient pas du hasard, puisque ce qu'on doit aller faire là-bas, c'est aussi risquer la vie, mais on s'est décidé d'y aller pour aider nos frères et sœurs que la maladie s'éternise en fait. Et comme avait dit le ministre, si on ne s'occupe pas d'Ebola, Ebola s'occupera de nous. On doit s'occuper d'Ebola, c'est pourquoi on doit partir. Nous allons sur le terrain pour pouvoir aider nos frères à prendre en charge la maladie à virus Ebola qui, au lieu d'être une épidémie, ça devient un peu une endémie chez eux. Il n'y a aucune maladie qui soit moins dangereuse. Ça dépend des précautions que vous prenez. La malaria tue plus qu'Ebola. Ebola est même plus gentil que le choléra. Donc avec le soin des mains, on peut déjà juguler la crise. Mais avec la discipline, les procédures, le respect des procédures telles que nous avions fait les trainings, tout le monde vous reviendra et on va juguler la crise d'Ebola en Guinée-Conakry. C'est la fin d'une formation de 11 jours organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Union africaine. Mission accomplie. C'est un véritable ouf de soulagement parce qu'il vous souviendra que c'est depuis fin septembre que le chef de l'État, du haut de la tribune des Nations Unies, a promis à la face du monde qu'il mettrait à la disposition des pays amis qui sont affectés par l'épidémie d'Ebola du personnel compétent pour les appuyer dans la lutte contre Ebola. Ça a pris certainement un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de formalités administratives qu'il fallait faire, mais aujourd'hui c'est vraiment la concrétisation de cette déclaration du chef de l'État. Nous partons très satisfaits et le gros lot, c'est le travail qu'il nous reste à faire sur le terrain et nous espérons à la fin dire voilà, nous sommes arrivés, nous avons coupé la chaîne de transmission d'Ebola, nous rentrerons avec le sentiment d'avoir accompli notre mission. Ce que hier les gens pensaient comme utopie, ça devient une réalité aujourd'hui. Nous avons formé et on ne pouvait pas les laisser seuls aller, bien qu'on ne voyageait pas avec eux. La société de les accompagner jusqu'à l'aéroport. Nous n'avons fait qu'un complément. Chacun avait déjà un niveau acceptable. Et pour nous, c'est juste ajouter un tout petit peu. Et on est sûr qu'ils vont encore faire davantage. Tous les jours, on apprend, tous les jours, on ajoute. La pratique enseigne mieux que la théorie. C'est à bord de ce Boeing 747 que ce personnel soignant qualifié et en mesure de porter plus haut l'étendard de la RDC se rend en Guinée-Conakry. Les filles et fils d'un Congo qui a déjà fait ses preuves pour la 7e fois dans la riposte de la maladie à virus Ebola.
Et autre chose, le jardin du Premier ministre était envahi ce jeudi 25 décembre. Augustin Matata Ponyo a choisi de passer sa fête de Noël avec les agents d'assainissement de la ville de Kinshasa. Une manière donc pour lui de rendre un hommage à ces cantonniers qui d'arrache-pied les coins et recoins de la capitale sans relâche. Mais le repas n'était pas que la seule surprise du chef du gouvernement. Un concert également était livré sur la place dite des Évolués. Matata Ponyo sans cravate rouge, vive la Noël. Le Premier ministre n'avait que sa chemise blanche sous sa veste noire, un style adapté au jour de la célébration de la Nativité du Christ. Le chef du gouvernement a choisi de communier avec les agents d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Une façon de passer un message, c'est lui d'honorer et encourager ces derniers et rappeler qu'il n'y a pas de barrière entre eux et le Premier ministre. Batu nyonso baza koya awa na Kisasa ezala batu bauti na intérieur ezala batu bauti na extérieur soki balingi bazonga balobi na Kisasa ngo ekomi bopeto boye donc esengeli topesa bino longonya tolia eloko moko ezali awa na jardin de premier tosololi bino na biso frontière ezate. Occasion de saluer cet important travail exécuté par ces ouvriers qui militent pour redorer l'image ternie de la capitale congolaise. Plus d'un Congolais sait reconnaître aujourd'hui le travail de qualité abattu par ces cantonniers à travers la ville. Joyeux Noël à tout le monde et encore merci au Premier ministre Matata Ponyo qui nous a permis justement de s'abreuver, de pouvoir manger parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi de fêter Noël correctement. Tous ceux qui pensent que venir balayer la rue, curer un caniveau, c'est vraiment le job de petit peuple qui ne se trompe pas parce que moi en tant que député national, je suis dans cette activité et ça me fait vraiment du plaisir d'être côte à côte avec la population. Saisissant l'occasion conviviale de la rencontre, les cantonniers ont remis au Premier ministre en cadeau un homme et une femme très chargés allant dans la même direction, une expression du travail comme socle du développement. Pour que la joie des balayeurs soit sans comble, un concert leur était livré sur la place des Évolués, des vedettes de la musique congolaise Myoka Longo et Zaiko Langalanga Star, ainsi que Weranson et son Wenge Musique à Maison Mère ont offert aux ouvriers des routes un spectacle authentique. Et puis c'est un repas de cœur que la Miss Vodacom saison 2, Lorraine Kabouiz, a bien voulu partager avec les orphelins de la commune de Kitambo. Cette bienfaitrice de concert avec certaines personnes généreuses ont offert à manger et à boire, ainsi que quelques cadeaux à des enfants démunis encadrés par les sœurs religieuses de cet orphelinat de Kitambo. C'est un repas de cœur offert par une Miss qui a le cœur à la main. Lorraine Kabouiz, Miss Vodacom saison 2, a tenu à passer ce jour de Noël avec les orphelins de Kintambo. Grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Et nous avons des enfants qui sont très contents. Ils ont dansé comme vous avez vu dans les images. Et aussi, c'est quelque chose que j'ai organisé. Et j'ai été accompagnée par plusieurs personnes. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, tous les amis qui sont venus avec leurs cadeaux, tous ceux qui ont envoyé leurs cadeaux, qui ne se sont pas présentés. Je dis merci à tout le monde. Le plus important, c'est ce qu'on a fait, rendre ces enfants heureux pour la journée d'aujourd'hui. Et Dieu vous bénira, Dieu se souviendra de vous tous. Merci. Ces enfants démunis ont pu retrouver la joie de fêter Noël grâce à la bienfaitrice, en mangeant, en buvant et en dansant, d'où ces mots de gratitude. Je dis seulement merci, que Dieu puisse leur bénir et puis plus avancer encore, ajouter encore de plus à ce qu'il fait. S'il travaille, plus tendre sa main. Merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour nous durant cette journée. Autant dire qu'avec les peu qu'on a, on peut tout de même partager avec les dépourvus qui nous entourent. Une leçon bien donnée par la Miss qui devrait être reprise, surtout en ce moment des festivités de fin d'année.
Et des Congolais qui, eux, malheureusement, n'ont pas eu droit à un Noël plus calme, ce sont les habitants du village de Ndalia, dans la province orientale. 10 villageois ont été massacrés à l'arme blanche par des rebelles ougandais de la FNALU, à en croire la société civile de l'Ituri. L'information est également confirmée par des sources militaires, des FARDC, mais aussi par la MONUSCO. Erika Smouissi est notre permanent à Béni. Incursion de présumés ADF en musique de l'Ituri, en localité de Ndalia, dans le territoire d'Irumu. Ndalia est située à 10 km au nord du poste frontalier de l'Ouganda, en province orientale. Selon la société civile de l'Ituri, les assaillants ont assiégé cette localité aux avions des enquêteurs locales pour la nuit du 25 au 26 décembre 2014. Ils ont réussi à tuer 2 personnes à la machette selon la même source. Parmi eux figurent hommes, femmes et enfants. Les bilans peuvent être revus à la hausse une fois les enquêtes achevées, tandis que les mesures sortent. Ce carnage est produit à plus ou moins 300 mètres de la position des militaires FARDC qui y ont été affectés et avaient pas mauvais jours, tandis que les mêmes sources. Les assaillants ont œuvré sans s'inquiéter et se sont relativisés dans la nature. Cette tuerie, cette fois-là en province orientale, inquiète une fois de plus les habitants de ces camps qui vivent de l'agriculture. Contactés, des sources militaires confirment l'information. En croire le lieutenant-colonel Célestin Guilé-Kaboulou-Kokamouchi, porte-parole militaire des opérations Soukola 1 visant à éradiquer les rebelles ougandais admettent environ 5 personnes ont trouvé la mort lors de cette incursion aux côtés de 7 blessés. Il rassure que ce sont les présumés rebelles ougandais ADF à France qui sont au cœur de ce nouveau carnage afin de promettre des actions offensives contre les forces du mal qui s'inséraient désertées pour la plupart en province orientale après une frappe au nord Kivu dans l'armée gouvernementale. Et voilà que face à cette situation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que des députés membres du caucus des élus nationaux de cette partie du pays appellent la population à collaborer pour mettre fin à ce cycle de massacres. Un appel lancé ce jeudi par ces derniers. Correspondant signé Patrick Sielois. Enfin, mission en province, où il venait participer au dialogue social sur la paix à Béni. Juma Balikwisha, président du caucus de députés nationaux élus du Nord Kivu, tout en condamnant les tueries qui continuent dans la région de Béni, pense qu'il y a à espérer. Et voilà encore aujourd'hui, malheureusement, on a encore massacré Ndalia, c'est à la frontière avec la province du Nord Kivu. Il y a eu des gens qui ont été enlevés, mais ici, cette fois-ci, la caractéristique, c'est que c'était à l'aide de l'arme à feu, ce n'était pas à l'aide de l'arme blanche. Et là, j'en profite pour féliciter nos forces de sécurité. Cela veut dire que l'État s'est resserré autour de ces gens-là, ceux qui venaient tuer à la machette, comme on a essayé de serrer un peu partout, maintenant ils passent à la vitesse supérieure, c'est-à-dire commencer à utiliser l'arme à feu. Côté gouvernement national, le constant est le même. Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, à la tête d'une délégation gouvernementale ayant séjourné jeudi à Béni et qui depuis ce vendredi est de retour à Kinshasa, s'est félicité du mariage net, population et services de sécurité contre les égorgeurs d'ADF NALU. Le constat que nous avons fait, il est heureux. La population de Béni a intégré que l'armée c'est son armée, la police c'est sa police et que les services de sécurité sont au service de la population. Il y a donc une grande collaboration entre la population et toutes les forces chargées d'assurer sa sécurité. C'est ceci qui nous a paru très très positif parce que l'intoxication qui a prévalu il y a quelque temps avec la vigilance de la société civile, cette intoxication est passée. Je dois ici remercier à la fois la population, les médias ainsi que tous les acteurs de la société civile qui ont pu donner une information objective et il y a une forte collaboration entre la population et toutes les autres forces. Nous avons la certitude que dans les jours qui viennent, cette insécurité fera partie du passé. Allez, place à présent à l'actualité parue sur le net ce vendredi, à lire d'abord dans Slate Afrique, la Côte d'Ivoire, Simon Gbagbo, devant la justice de son pays, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simon Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État après les meurtrières violences post-électorales de 2010-2011, devrait s'ouvrir vendredi à Abidjan, premier grand défi judiciaire de la Côte d'Ivoire post-crise. Un impressionnant déploiement de la brigade anti-émeute était positionné sur les points stratégiques autour du palais de justice d'Abidjan
d'Abidjan où la circulation était fluide, note le journal. Et à l'entrée, des policiers palpent tous ceux qui veulent pénétrer dans l'enceinte du tribunal. Le journal de renchérir que Simone Babo, 65 ans, était un pilier inébranlable du régime de son mari Laurent. Tout comme lui, elle est accusée à la CPI de crimes contre l'humanité. Elle était en résidence surveillée, rappelle le journal, depuis fin avril 2011 dans le nord de la Côte d'Ivoire et a été ramenée le 1er décembre à Abidjan où elle est désormais détenue dans une école militaire, contrairement à l'ancien président ivoirien incarcéré depuis 3 ans à La Haye, dont le procès doit s'ouvrir en juillet 2015. Abidjan refuse le transfèrement de Madame Babo à la Cour internationale. Et puis à lire dans le Figaro, vidéo à Berkeley, ville limitrophe de Ferguson. Les forces de l'ordre expliquent avoir agi en état de légitime défense face à un suspect qui brandissait une arme. Un ami d'Antonio Martin explique au contraire que ce dernier a été abattu parce qu'il refusait de se mettre à terre, note le journal. La police américaine a-t-elle sur les bras une nouvelle affaire Ferguson? Du moins, c'est la question que se pose le journal. Un jeune homme afro-américain de 18 ans a été abattu dans la nuit de mardi à mercredi par la police à Berkeley, dans le Missouri. Nous sommes là aux États-Unis. Berkeley est donc une ville limitrophe de Ferguson, là où un policier blanc avait tué en août dernier un autre jeune de 18 ans, Michael Brown, rappelle le journal. Son décès avait réveillé d'ailleurs les tensions raciales outre-Atlantique. La victime s'appelle Antonio Martin. Il était avec un ami dans une station-service de Berkeley quand il a été abattu. Et puis le programme des funérailles avant de poursuivre ce journal de la défunte veuve Pauline Lumumba. La levée du corps de la morgue de la clinique Galliema interviendra ce dimanche 28 décembre et sera exposée en la résidence familiale sur le boulevard du 30 juin en diagonale du cimetière de la Gombe. Le lundi 29 décembre, le corps sera acheminé à la cathédrale du Centenaire. Et là, de 10h à 11h, un culte religieux qui sera suivi du dépôt des gerbes des fleurs, témoignage de la famille, mais également des membres de la famille. L'inhumation aura lieu à la nécropole entre ciel et terre et à 17h, un bain de consolation sera donné à la résidence familiale. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, le mois de décembre est le mois de partage, de compassion et une catégorie des personnes, eux, qui semblent être oubliées du moins. À les entendre, vous allez le suivre dans un instant et qui demandent beaucoup plus d'attention et de sécurisation. Ce sont les personnes vivant avec le VIH, certains d'entre eux regroupés au sein du réseau national des assises, des organisations à assises communautaires des personnes vivant avec le VIH ont accepté de répondre à nos questions. Ils sont au micro de Patricia Panzo et de Taylor Chibaya. C'est le dossier du journal. Je m'appelle Donatien Sadi. Je suis âgé de 13 ans. Donatien, ce jeune garçon de 13 ans, orphelin de père et de mère, est porteur du VIH-Sida. Récupéré dans la rue par les femmes du RENOAC, Réseau national des organisations assises des personnes vivant avec le VIH-Sida, cet enfant a bien de souvenirs et relate très clairement son histoire. Je commençais à dormir dans la rue, dans le marché pour manger. C'est très difficile, il faut demander les aides pour manger. Maintenant, à l'autre moment, j'ai croisé avec des mamans. On m'a mené ici à Renorac, chez Papa Caouton. On m'a mené là-bas à Renorac. Maintenant, ici, Papa Hicham m'a pris moi et m'a parti au centre de santé. On m'a fait pour moi le test de VIH. On m'a pris à faire un microbe de VIH. On m'a fait aussi l'examen de tuberculose. Comme je dormais derrière comme ça, avec tous les vents là, on m'a pris avec la tuberculose. J'ai commencé à prendre les médicaments de AAV, à faire les médicaments de TB. Maintenant, c'est ça que je suis comme ça. Le RENOAC est une structure composée essentiellement des personnes vivant avec le VIH, s'attelle à la sensibilisation, le plaidoyer et héberge également les malades rejetés en vue d'une prise en charge efficace. Nous allons sensibiliser dans le quartier quand nous trouvons par exemple une maman, une jeune fille ou une femme ou un homme où on voit que vraiment sa santé est précaire, tout ça. On lui conseille, on lui dit bon, si tu peux aller faire le dépistage volontaire, par exemple tu penses que c'est les Mbassou et pourtant peut-être les sarcomes des Kaposi, hein, allez vous faire dépister. Et souvent quand ils viennent se faire dépister, ils sont souvent positifs. Et c'est pour cela que chez nous ici, quand nous dépistons, on voit que si nous avons dépisté 65, vous verrez peut-être 35 sont des positifs. De la rue au centre d'hébergement et même à la prise en charge médicale,
le problème de Donatien est loin d'être résolu. Il fait face à de nombreuses autres difficultés. Première difficulté, je n'étudie pas. Deuxième difficulté, pour manger, c'est très difficile. Troisième difficulté, je ne suis pas faire les habits. Quand vous envoyez ici, ces habits, j'avais ça 5 jours. Maintenant, si j'enlève ça, les habits pour porter l'autre, il n'y en a pas. Je ne suis pas faire beaucoup les habits. Les habits ici, il n'y en a pas. Difficulté aussi, je n'étudie pas. Manger aussi, c'est très problème pour moi. Jean-Luc Kella, malade stable depuis 11 ans, pense à ceux qui sont comme lui et souhaite qu'il y ait un grand nombre de postes de distribution des ARV. Ici, par exemple, c'est grâce à MSF Belgique que nous louons ces podis, que nous louons, mais où nous avons installé nos bureaux. Nous n'avons pas des endroits. Nous demandons aujourd'hui à l'État, surtout au chef de médecins, zone de santé, nous leur disons de disponibiliser des espaces où nous pouvons mettre les postes de distribution des ARV aux patients stables. Parce que tant que ces postes de distribution des ARV ou de patients stables seront disponibles, les hôpitaux aussi seront désengorgés. Quant à Donatien, il réfléchit encore pour son avenir. Il faut faire quelque chose dans la vie, il faut étudier. Si tu n'étudies pas, comment tu vas faire? Si tu n'étudies pas, tu vas venir comme un pousser. Mais si j'ai étudié, je vais venir l'homme dans la société. Quand chaque fois je raisonne ça ne fait pas moi pas bien. Mais les mamans me consolent. Il ne faut pas raisonner comme ça, il ne faut pas raisonner ces choses qui arrivent. Pour le coordonnateur de cette structure, ce n'est pas encore le moment de parler de zéro contamination et zéro décès lié au VIH-Sida en 2015. Et comment nous pouvons parler de zéro infection et zéro mort du VIH-Sida si les gens ne sont pas corrects, s'il n'y a pas une prise en charge conséquente aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Ils vont toujours mourir. Les personnes vivant avec le VIH-Sida disent non à la discrimination dont elles sont victimes dans la communauté et plaident pour une prise en charge efficace. Donatien n'a que 13 ans, un avenir, des ambitions et des rêves. Il en a, et vous pouvez l'aider à le réaliser. Fin de ce journal, je vous retrouve demain.